Bonjour à tous, cet enregistrement est réalisé au collège Pierre-Emmanuel de Pau grâce au matériel de la web radio. Je m'appelle Maxime Mito-Capdevielle, je suis enseignant d'EPS et passionné des sports de plein air. Pour ce podcast, je suis accompagné de Lina, Zoltan et Gabriel. Ils sont en classe de 3e et font tous les 3 partie de la section sportive du collège depuis qu'ils sont en 6e. C'est une section sportive qui regroupe les sports de montagne avec en dominante du kayak et de l'escalade et de manière plus ponctuelle du VTT et de la spéléologie. En plus des sports de la section sportive, chacun d'eux a sa petite spécialité. Lina fait du skate, Zoltan du basket et Gabriel du kayak au club de Pau. Après cette courte présentation, je leur laisse maintenant la parole. Aujourd'hui, nous avons invité Boris Neveu, sportif de haut niveau en kayak slalom. Bonjour, moi c'est Zoltan. Le kayak slalom, c'est une discipline que vous avez pu voir aux Jeux Olympiques. C'est une course de vitesse sur un bassin d'eau vive. Les portes vertes sont à franchir dans le sens de la descente et les portes rouges sont à franchir en remontant. On y trouve 2 types d'embarcations. En canoë, ils sont à genoux avec une pagaie simple. En kayak, ils sont assis avec une pagaie double. Boris Neveu fait du kayak. Bonjour, je suis Gabriel. En compétition, on retrouve aussi le kayak cross. C'est une course de vitesse avec 4 kayakistes en même temps sur la rivière. Le départ a lieu sur un tremplin. Il y a des bouées derrière lesquelles il faut faire le tour. Et il y a un esquimotage imposé sur le parcours. L'esquimotage est le geste qui permet aux kayakistes de se remettre à l'endroit après un retournement. Boris Neveu a fait les JO de Tokyo en kayak slalom et les JO de Paris en kayak cross. Bonjour, je m'appelle Lina. Boris Neveu, c'est un kayakiste au parcours hors norme. Il vient tout juste de prendre sa retraite sportive à 38 ans, après plus de 15 ans en équipe de France. Il a été numéro 1 mondial, détient 4 titres de champion du monde par équipe et individuel et 3 titres de champion d'Europe. Il a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 et à ceux de Paris en 2024. Il vient d'annoncer la fin de sa carrière après les championnats de France qui ont eu lieu à Pau en octobre dernier. Nous lui avons préparé plusieurs questions pour revenir sur sa superbe carrière sportive et connaître un peu plus comment il a vécu de l'intérieur. Boris, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter ? Donc bonjour à tous, Boris Neveu, je viens du club de Bagnères de Bigorre, donc juste à côté, j'ai 38 ans, effectivement je viens de prendre ma retraite il y a quelques mois, ma retraite sportive. J'ai 4 enfants, je suis professeur de sport à côté, donc rattaché à l'INSEP à Paris pour pouvoir effectuer tous mes déplacements, mes stages et mes entraînements et mes compétitions, donc voilà, je suis professeur de sport et puis ancien kayakiste du coup pendant 15-20 ans même durant ces dernières années. Quel changement majeur avez-vous connu dans l'évolution du kayak slalom pendant votre carrière ? Je pense que le gros changement, on a plein de petits changements sur les règlements quasiment tous les ans, les longueurs de kayak, les largeurs des portes. Les 2 plus gros changements, il y a l'apparition du kayak cross qui est arrivé pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, donc est arrivé 4 ans avant officiellement, qui a vraiment changé notre façon de voir les choses, de se préparer, parce qu'on devait se préparer maintenant sur 2 épreuves avec 2 kayaks complètement différents, des portes à prendre différentes, des stratégies de course complètement différentes et donc une préparation différente. Et après, depuis 20 ans, je trouve que le kayak, on faisait du kayak sur des sites naturels, comme à Pau, à Jurançon, on a Orthez dans le coin, il y a Saint-Pé de Bigorre qui tournait beaucoup. On n'a plus de courses internationales sur ces bassins-là, maintenant c'est que des bassins artificiels avec souvent des pompes qui remontent l'eau et des plombs en plastique, donc c'est la grosse évolution de ces 20 dernières années. Ouais. Pour le kayak cross, avez-vous suivi une préparation spécifique aussi poussée que pour le slalom ? Ouais, même plus poussée. C'est sûr que moi la dernière année 2024, je pouvais plus me sélectionner pour les Jeux Olympiques de Paris en slalom, donc je me suis un peu spécialisé sur le kayak cross et la grosse différence avec le slalom, c'est que le kayak il est beaucoup plus court, donc il glisse beaucoup moins, il est en plastique, ce qui fait qu'il glisse encore moins que du carbone et il est aussi 2 fois plus lourd que le kayak slalom. Donc tout ça, il faut le faire avancer plus vite que les autres et du coup ça demande une préparation physique vraiment adaptée et vraiment et un peu plus importante. C'est-à-dire qu'un kayak slalom qui fait 3,50 m de long en carbone, il est très rigide, très nerveux. On peut jouer sur des phases de glisse, ça glisse quand même très très bien, ça passe très bien les vagues. Un bateau plastique, si on n'a pas les bras, ça avance pas. Donc voilà, c'était muscu quasi tous les jours. Ouais. Est-ce que vous avez déjà essayé d'autres disciplines que le slalom et le kayak cross ? Dans le kayak, j'ai fait pas mal de descentes de rivière. Au début, je faisais que de la descente de rivière loisir. Après, on a eu à Bagnères une équipe de kayak polo qui a tenu quelques années, avec qui j'ai navigué un petit peu. Donc j'ai fait un peu de kayak polo, un peu de kayak de mer. Et j'aime bien aller à l'océan pour aller surfer les vagues aussi. Donc j'aime bien tout toucher. Ouais. Est-ce que dans le milieu du kayak slalom, il y a des kayakistes qui vous ont inspiré ? Oui, la France, notamment des Français, parce que la France est une très très forte nation au niveau international. Ça a été une des meilleures et ça l'est encore et j'espère que ça le sera.
Voilà, je pense qu'il y a eu un moment, quand moi j'étais junior, on avait quasiment les 3 meilleurs pagayeurs mondiaux en slalom qui s'entraînaient ici à Pau d'ailleurs, Fabien Lefebvre, Julien Biot, Benoît Péchier, et c'est cette génération-là qui nous a donné envie parce qu'ils ont un peu, à chacun à leur manière, révolutionné le slalom quand ils étaient au top, et forcément, moi j'avais 18-20 ans et j'avais envie de faire comme eux. J'avais envie même dans le fond de faire mieux qu'eux parce que j'avais vite envie de les battre et de passer devant. Mais voilà, ça a été en tout cas une source d'inspiration. Dans d'autres sports que le kayak, est-ce qu'il y a des sportifs dont la personnalité, la carrière vous ont inspiré ? Oui. Alors dans le kayak, il y a eu Tony avec qui j'ai eu la chance de m'entraîner, Tony Estanguet, et qui a été une source d'inspiration sur tout ce qui est préparation, entraînement. Après le jour J, comment on devient vraiment un compétiteur et arriver à scorer. En dehors du kayak, j'ai toujours bien aimé, suivi Martin Fourcade, le biathlète. Je trouvais que voilà, il avait une carrière assez exceptionnelle en essayant de un peu comme du Tony, faire un petit peu différemment, essayer toujours d'être devant les autres, de s'entraîner un petit peu différemment et de se préparer différemment, de voir les choses un petit peu différemment pour être le meilleur plutôt que de s'entraîner plus fort ou plus que les autres. Et ça m'a beaucoup servi. Ouais. Est-ce que vous avez des points forts ou des points faibles spécifiques sur l'eau ? Oui, j'espère que j'ai des points forts. En tout cas, j'en ai eu. Je crois que j'aimais beaucoup la compétition et qu'en compétition, j'ai pas toujours réussi, mais quand même, c'était quelque chose qui m'animait énormément. J'aimais bien m'entraîner, mais j'aimais surtout prendre des départs et être au départ, entendre ce bip du départ avec un dossard et du monde au bord, un speaker qui commence un petit peu à se chauffer. C'était quelque chose qui m'animait beaucoup. Et après, je pense que ça rejoint un petit peu la question d'avant, c'est que j'ai fait beaucoup de kayak différemment dans ma vie, du slalom, mais j'ai aussi fait de la descente, un petit peu de rivière, un petit peu de kayak surf à l'océan. Et c'est ce plaisir d'être sur l'eau et de toujours glisser, de trouver quelque chose, d'utiliser l'eau différemment. Je pense que ça a été un gros point fort, mais ça vient de cette un peu pluridisciplinarité, d'avoir fait plusieurs disciplines dans le kayak qui m'a aidé. Et est-ce que si vous pouvez décrire le style de votre navigation, vous ferez comment ? C'est pas évident de décrire son propre style. Je dirais que il y a eu beaucoup d'utilisation des mouvements d'eau, de la puissance. Techniquement, ce qui me caractérisait peut-être le plus, c'était ce coup de pagaie avec une pagaie qui était quasiment toujours très très verticale. J'avais une très grande pagaie qui tenait toujours très verticale parce que pour moi, pour faire avancer un kayak, plus on avait une pagaie verticale, plus le kayak a avancé vers l'avant et avancé droit, et c'était très important. Et souvent, quand je vois des photos, je me dis effectivement, c'est quand même un point qui ressort chez moi. Pour le marin Charles Caudrelier, vainqueur de la Route du Rhum en 2022, la manière de naviguer compte autant, voire plus que le résultat final. Il exprime avoir gagné des courses sans être satisfait de la manière dont il les a gagnées, car il a fait quelques erreurs. D'autres sportifs font un passage parfait, sont extrêmement fiers de leur performance, tout en n'ayant pas remporté la première place, mais leur manière d'avoir pratiqué les satisfait et les rend très fiers de leur performance. Pour vous, en kayak, quel est votre rapport entre satisfaction de naviguer et le résultat final ? C'est une bonne question. Je crois que j'aurais pu être champion du monde plus tôt si j'avais pas cherché la perfection aussi longtemps. C'est-à-dire que pour moi, pour être champion du monde, il fallait faire une manche parfaite. Et du coup, je cherchais la perfection, je la cherchais sur une finale de championnat du monde. Et puis jusqu'au jour où je me suis aperçu qu'il y en a qui devenaient champion du monde sans faire des manches parfaites. Et ça m'a aidé à être champion du monde parce que j'ai été champion du monde 2 fois. J'ai jamais fait une manche parfaite. Et il faut l'accepter. Je pense qu'on cherche la perfection tous les jours à l'entraînement. En compétition, on cherche à pouvoir donner le maximum de ce qu'on a avec les capacités qu'on a sur le moment. Et sur un championnat du monde, c'est souvent des parcours très difficiles avec un enjeu qui est quand même très fort. J'ai arrêté de chercher la perfection, peut-être à tort, mais en tout cas, j'ai été champion du monde 2 fois sans être parfait. J'ai pas été champion olympique, c'est peut-être pour ça que je l'ai pas été, mais je crois pas. On fait un sport qui est très difficile parce que les mouvements d'eau sont aléatoires, c'est-à-dire qu'on peut pas s'appuyer sur... on analyse le parcours avant, mais on sait que là, ce mouvement d'eau, il peut y être ou ne pas y être, ou il peut être 20 cm plus à droite ou 20 cm plus à gauche. Et donc, on s'adapte sur le moment. On a des portes qui peuvent bouger s'il y a du vent, s'il y a un spectateur qui fait bouger les câbles. Il peut se passer énormément de choses. Donc, je cherchais plus la perfection. Je cherchais à faire au mieux avec ce que je pouvais, avec les moyens du bord. Et à rester focalisé sur ce qui était important pour moi, pour aller vite, mais plus la perfection. Mais c'est sûr que quand on passe la ligne d'arrivée, on est satisfait de s'approcher de la perfection, forcément. Mais on est surtout satisfait du résultat quand même. Moi, j'étais surtout satisfait du résultat. Alors, c'est sûr que gagner en faisant une manche un peu moyenne,
on se remet quand même bien en question en se disant voilà, on a gagné, mais c'est peut-être parce que les autres n'ont pas été très très bons. Mais bon, il faut quand même être devant. Mais quand même, non, je pense que gagner était plus important. Allez, c'est parti pour cette grande finale du slalom extrême. Boris Neveu qui est actuellement en deuxième position. Le très bon départ du Brésilien Pedro Goncalves. Et l'intérieur de Boris Neveu pour passer devant le Brésilien dont on connaît le tempérament de combattant. Malheureusement pour Wojtek Heger, le premier passage aura été fatal. Et le podium se dessine. Reste à définir l'ordre. Pour l'instant, c'est Boris Neveu qui fait cavalier seul. Il a plusieurs mètres d'avance sur Pedro Goncalves. La long zone pour le Français. Et l'ovation de ce public français sur les bords du bassin de Pau. Une des dernières difficultés, sa bataille avec Pedro Goncalves. Et c'est Boris Neveu qui sort en première position. Boris Neveu qui va filer vers une nouvelle victoire en Coupe du Monde après Tony Gargo, Chalut, médaille d'or sur le canoë ce matin. Le point rageur de Boris Neveu, vainqueur de ce slalom extrême. Et vous avez vécu comment de faire la course contre vos amis avec lesquels vous vous entraînez ? C'est une des choses les plus difficiles dans sa carrière, c'est-à-dire qu'on s'entraîne sur un pôle France, donc avec les meilleurs Français, les meilleurs athlètes français. Il y a 2 pôles France en France, il y en a un à Paris et un à Pau. Donc on se connaît très très bien, on se côtoie, on se challenge très régulièrement, mais effectivement à la fin il n'y a qu'une place pour aller aux Jeux Olympiques, où il y en a 3 pour aller aux Championnats d'Europe, Championnats du Monde. On est une dizaine, peut-être une quinzaine vraiment à s'entraîner quotidiennement ensemble sur les 2 pôles France. Et forcément, on a des liens, on crée des liens, il y a des attaches. Et sur les courses de sélection nationale, c'est là où on sait qui va aller en équipe de France pour la fin de la saison. Et c'est difficile parce que je l'ai vécu, c'est-à-dire que si on n'est pas dans les 3, la saison, elle se termine fin mars, elle se termine début avril. Et on va regarder les autres un peu à la télé pour voir ce qu'ils font sur les championnats d'Europe, championnats du monde. Et nous, notre saison est terminée et on reprend en août, septembre. Donc ça fait un gros vide et forcément, il y en a plus de déçus que de gens heureux à la fin de ces courses de sélection. Mais voilà, je crois que quand on est au départ, on arrive encore une fois à faire la part des choses entre, voilà, c'est à beau être des copains, il faut quand même gagner sa place, on est tous là pour la même chose. Et voilà, autant gagner quand tout le monde a joué le jeu, c'est sympa. S'il y en a qui commencent à dire « Ah, c'est mon copain, machin, ça m'embête de me sélectionner », bon, on n'y arrivera pas. On peut pas se sélectionner comme ça. Donc non, je crois que chacun fait la part des choses. Et puis voilà, il y a la partie compétition où chacun est dans sa bulle et chacun essaye d'être devant l'autre. Et puis on s'est toujours serré la main après la ligne d'arrivée et on va toujours boire un coup ensemble après les courses de sélection. Mais c'est pas des moments agréables. Moi, mes parents venaient par exemple m'encourager sur les courses de sélection jusqu'à un moment où ils ont dit non, mais on peut pas parce que c'est trop dur, parce que si tu passes pas, on est déçu, si tu passes, on est content. Mais en fait, on voit tous tes copains et tous les gens qu'on connaît, parce que c'est toujours les mêmes depuis 10 ans, qui sont aussi hyper déçus et en fait, on n'arrive pas à se positionner et c'est très désagréable. Donc c'est des courses très particulières, mais voilà, on s'en sort. C'est le jeu de la compétition, on le sait. Et quel est le quotidien d'un athlète de très haut niveau ? Le quotidien, alors il y a pas de quotidien type parce qu'il y a vraiment des périodes différentes dans la saison. Le quotidien d'un athlète de très haut niveau qui est en période d'entraînement, donc quand on est kayakiste, grosso modo, ça démarre en septembre jusqu'à peu près février-mars, donc jusqu'aux premières compétitions nationales puis les sélections nationales. C'est 2 entraînements par jour, 3 entraînements en période hivernale quand vraiment il faut, voilà, il n'y a pas de compétition, donc on en profite pour un petit peu bien travailler. Mais c'est tous les jours, c'est quasiment du 7 jours sur 7, c'est-à-dire que le dimanche, c'est comme le lundi ou le mardi, on est sur l'eau, on est en salle de muscu, on va courir, on va faire du ski de fond. Alors il y a plein de choses variées, c'est ça qui est sympa aussi. On fait jamais 2 fois la même chose. Et puis voilà, après on rajoute des séances kiné, on peut rajouter plein de choses, mais voilà, je pense que 2 entraînements, si on a une quinzaine d'entraînements par semaine, c'est bien. Et puis après, on a les périodes de compétition où on recherche vraiment à avoir un niveau de forme optimal. Donc on diminue ce nombre de séances, on diminue la quantité et on passe à une dizaine et peut-être même entre 5-7 séances, c'est vraiment les dernières semaines avant les grosses compétitions. Entre votre premier titre de champion du monde et le deuxième, qu'est-ce que vous avez plus travaillé ou
qu'est-ce qui a le plus évolué chez vous? La technique, le physique ou le mental? C'est une bonne question. Je pense que avec un peu de recul, on s'aperçoit que le physique, on le développe très bien au début. Et puis après, on a vite tendance à stagner. C'est-à-dire qu'on a beau aller tous les jours en salle de muscu, si on soulève 130 en développé couché, même si on progresse, on va pas progresser des masses. Donc je me suis plus orienté sur des choses où j'avais une marge de manœuvre plus importante. La technique évolue a pas mal évolué entre ces deux titres, parce que les parcours ont évolué aussi, les stades d'eau vive ont évolué vers du plus court, vers des portes beaucoup plus serrées, donc des choses beaucoup plus radicales. Donc on s'adapte aussi à ça. Et mentalement, c'était important pour moi de franchir des caps pour être le plus régulier au plus haut niveau. C'est-à-dire comment on va faire pour remonter sur des podiums de champion du monde, mais de manière régulière. C'est-à-dire qu'on le dit souvent, être champion du monde une fois, c'est quelque chose, mais le redevenir, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Et donc, je pense que mentalement, c'est là où j'ai le plus travaillé et évolué. Pour la préparation technique, est-ce que vous avez fait des exercices pour travailler la vitesse de réaction ou les réflexes? On a travaillé un petit peu, oui, sur de la vision, justement, pour essayer d'avoir des meilleurs réflexes, un petit peu, réussir à se focaliser sur des petites choses plus rapidement. Mais non, après, je pense sans plus. Après, on le travaille tous les jours, c'est-à-dire qu'encore une fois, on est sur de l'eau vive avec de l'adaptation tout le temps et des réflexes tous les jours sur l'eau, donc ça se travaille naturellement. Vous nous avez déjà dit combien d'entraînements par semaine, mais c'est sur quelle intensité? L'intensité, elle est plus on en fait, plus c'est dur de mettre de l'intensité quand même. Donc voilà, mais quand même les périodes en hiver, on y va quand même bien fort, parce que on dit que l'été se gagne l'hiver en général, c'est-à-dire que si on a bien bossé l'hiver, après l'été ça devrait bien se passer. Donc c'est là où vraiment on en fait beaucoup. Et après en intensité, souvent les dernières séances avant les compétitions, il y a quand même pas mal d'intensité, parce que nous on est sur un effort qui est lactique, qui est très très difficile. On fait 1 minute 30 à peu près d'effort, et pour résister à cet effort et essayer de tenir le plus longtemps possible en étant lucide, efficace techniquement, et puis que les muscles arrivent à suivre 1 minute 30, il y a beaucoup d'intensité, mais c'est beaucoup plus court. Les séances sont beaucoup plus courtes sur la fin, mais il y a énormément d'intensité. Ouais. Est-ce que vous avez eu des blessures dans votre carrière? Jamais été réellement blessé. Alors des petits bobos, des petites tendinites à droite, à gauche, notamment sur la fin. Mais j'ai jamais eu de vraies blessures qui m'ont arrêté pour de bon. Alors il y a peut-être un peu de chance, il y a un peu de préparation. Aujourd'hui, moi je suis arrivé dans la génération où on savait à peu près les blessures du kayakiste. Ça tournait autour des épaules notamment. Et moi, dès les premières années de junior, on était conscient et on savait comment renforcer tout ça pour limiter ces problèmes-là. Donc non, c'est une de mes forces, je pense, une de mes chances sur cette carrière, c'est d'avoir toujours pu m'entraîner, me préparer et courir dans de bonnes conditions. Le kayak slalom, c'est des années de préparation pour une course de quelques minutes et qui se joue parfois à quelques centièmes de seconde. C'est vertigineux. Comment restez-vous motivé avec un objectif aussi dur à atteindre et comment gérez-vous la pression? C'est une bonne question, parce que c'est un peu frustrant. Notre discipline, elle est parfois un peu frustrante. Elle est très difficile. On en est conscient. Quand on voit d'autres sports comme le tennis, où ils se disent ils ratent un service, ils ratent un match, ils reprennent un avion et ils vont à un tournoi d'après. Ils ont plein de tournois, ils jouent tout le temps. Le football, ils jouent 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, des fois 3 fois par semaine. Donc s'ils ratent une match, un machin, on a l'impression que c'est pas très grave. Quand on voit le biathlon à la télé, ils ont plein d'épreuves aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde. Donc s'ils ratent une cible, ils en ont encore plein. Et c'est un peu frustrant, mais en même temps, on sait qu'on n'a pas d'autre chance quand on est au départ. C'est notre seule course. On n'a qu'une manche pour être champion du monde. Enfin, on a des qualifications demi-finale, mais quand on est en finale, si on rate cette manche, on n'est pas champion du monde. C'est-à-dire, on se dit pas le lendemain, on assiste à ça. Et je trouve que ça met une dose d'enjeu, effectivement, de pression, mais aussi d'action. C'est-à-dire qu'on est vraiment focalisé sur cette course, sur cette manche. Et effectivement, il y a des fois, il y a un coup de pagaie à ne pas rater. Et si on le rate, notre saison, on est foutu quasiment. Donc c'est comme ça, mais en même temps, c'est comme ça pour tous les kayakistes. Et moi, je trouve ça sympa, parce que c'est vraiment sur une course qu'on joue notre saison. Et voilà, c'est là où on s'aperçoit qu'Anthony Estanguet, qui a été 3 fois champion olympique dans la même épreuve, c'est vraiment monstrueux ce qu'il a fait, parce que il a vécu une épreuve.
Il a vécu une épreuve et il n'avait pas le droit à l'erreur, comme on voit dans d'autres disciplines. Encore une fois, en natation, si on rate son départ sur le 50 mètres, on a le relais, après on a le truc, on a le machin, on a le 100 mètres. Et ce qu'a fait Tony dans sa carrière, c'est vraiment très très fort. Mais pour nous, on y est habitué, on le sait, mais c'est aussi un petit piment en plus au départ qui fait qu'on sait que on revient pas demain. Donc voilà, on a quand même eu la chance sur la dernière Olympiade d'avoir le kayak cross qui rajoutait une discipline et donc une médaille olympique. Et on l'a appris, et moi ça m'a aidé en tout cas à repartir après les Jeux Olympiques de Tokyo, parce que je savais que justement on multipliait par 2 notre chance de médaille aux Championnats du Monde et aux Jeux Olympiques. Donc c'était plutôt agréable, mais voilà, ça reste faible quand même comparé à d'autres disciplines. À haut niveau, les athlètes ont quasiment tous le même niveau physique et le même niveau technique. Qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce la dimension mentale? La réponse est dans la question presque. Non, je sais pas si on a le même niveau technique, physique. En tout cas, il y a quelque chose qui s'équilibre, c'est-à-dire qu'il y a des athlètes qui sont plus orientés sur le physique et qui techniquement sont un peu derrière, mais qui compensent. Donc c'est des jeux un petit peu comme ça. Chacun fait avec ses points forts, et il y en a qui techniquement et physiquement sont peut-être un peu derrière et mentalement sont plus forts que la moyenne. Donc ça se compense. Ouais, je pense que quand même le mental, ça reste le plus dur à travailler, ça reste peut-être le moins sympa à travailler parce que c'est très flou, on n'a pas accès au mental pour même aujourd'hui dans les formations d'entraîneurs, on n'a pas trop de clés pour comment accompagner mentalement un athlète. Physiquement, on lui fait faire des tests physiques, on voit où il en est, rapport poids-puissance, on a plein de trucs pour mesurer, pour quantifier tout ça et pour voir les évolutions. Techniquement, c'est pareil, aujourd'hui on a des points qu'on peut voir évoluer. Mentalement, pour un entraîneur, c'est très compliqué, donc même en passant par des professionnels, des préparateurs mentaux, des psychologues, ça reste toujours un petit peu flou, je trouve, difficile à évaluer, mais quand même à très haut niveau, on voit qu'aujourd'hui en tout cas dans le kayak slalom, je pense que tout le monde travaille là-dessus. C'est quelque chose qui n'est pas du tout mis de côté et qui fait la différence. C'est sûr qu'à très haut niveau, il y en a qui ont cette régularité, qui arrivent toujours à être présents le jour J alors qu'on ne les voit pas trop dans la saison. Il y en a qui se ratent pas beaucoup alors qu'à l'entraînement, on les voit, on se dit ça n'a pas l'air terrible cette année, et puis finalement, poum, le jour de la compétition, ils reviennent. Donc ça fait partie des choses qui font forcément la différence. Ouais. Au début de votre carrière, vous n'étiez pas encore connu. Quand vos premiers résultats importants sont arrivés, vous êtes passé du jeune inconnu à celui qui commence à performer et dont on attend les résultats. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a rajouté une pression ou pas, et comment l'avez-vous vécu? Oui, connu, on reste dans le milieu du kayak quand même, donc on n'est pas très très connu, on n'est pas surmédiatisé, on n'a pas cette pression-là que peuvent avoir les sportifs médiatisés, c'est-à-dire qu'on n'a pas les journalistes tous les jours à l'entraînement, ni en compétition, même des fois ils se déplacent pas, ils viennent, ils nous appellent après, et puis si on n'a pas envie de les avoir, on répond pas au téléphone, et puis on passe à autre chose. Donc non, moi j'étais content effectivement, on est plutôt connu et attendu dans le kayak, dans le milieu du kayak, dans un peu la famille, mais dans le milieu du kayak. Une fois que j'ai été vice-champion du monde à 23 ans en 2009, on sait que les prochains championnats du monde, on va être attendu, on va voir si on franchit l'étape pour être champion du monde. La fédération, eux, ils s'attendent à ce qu'il y ait de la performance et qu'on devienne champion du monde dans la logique. Mais ça m'a plus mis un petit boost de confiance et de motivation à me dire, maintenant tu es vice-champion du monde, la prochaine étape, c'est pas d'être troisième, c'est d'être champion du monde. Donc comment je vais m'y préparer, m'entraîner, et voilà, ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai fini par y arriver. Mais il n'y a pas de pression plus que ça extérieure, en tout cas je l'ai pas senti. Dans le milieu du kayak slalom, avez-vous un préparateur mental, ou est-ce que vous avez géré tout seul? J'ai géré un petit peu tout seul, mais j'ai un préparateur mental sur même les 10-15 dernières années. J'ai toujours eu quelqu'un avec qui discuter, avec qui trouver des pistes de réflexion. La préparation mentale, tout à l'heure on a parlé un petit peu de compétition, gestion du stress, et quand on discute avec des préparateurs mentaux, on s'aperçoit qu'en fait c'est bien plus que ça. Ça peut être de la motivation, ça peut être sur de la stratégie, il y a plein de choses même à l'entraînement qui peuvent nous permettre d'être meilleurs en compétition. Il n'y a pas que la gestion du stress, et c'est pour ça que c'est hyper
hyper large et c'est hyper important de travailler avec quelqu'un. Mais je pense qu'aujourd'hui, je suis pas le seul à l'avoir fait sur mes 10-15 dernières années. Sur le plan mental, comment abordez-vous une compétition importante ? Avez-vous une routine, des habitudes ? Êtes-vous superstitieux ? Superstitieux, je le suis pas trop, je pense. Je pense pas l'être même, mais est-ce que mes routines, ça fait partie de la superstition ? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai mes routines. Oui, on a ces routines, voire même la semaine avant, c'est-à-dire sur les périodes, les moments d'étirement, de relaxation, d'échauffement. Voilà, on essaye d'avoir ces routines qui nous mettent c'est pas dans un confort, mais dans une espèce de bulle qui vont, voilà, on sait qu'on maîtrise tout ça, qu'on en a besoin, que c'est des choses essentielles pour être bon. Donc j'ai mes routines de préparation le matin, la veille et puis même toute la semaine d'avant. J'ai mes routines et le début de la question c'était ? Sur le mental, comment abordez-vous une compétition importante ? Ouais, sur le mental, comment je m'y prépare, c'est surtout être capable de bien se connaître soi-même parce qu'au bout d'un moment, on sait à peu près comment notre corps va réagir avec la pression, avec la tension qui va se mettre, qui va arriver. Donc on essaye d'anticiper tout ça, de rester concentré surtout sur nos points forts, sur savoir qu'est-ce qui va me permettre d'être champion du monde à l'arrivée, si c'est un championnat du monde. Et puis le reste à côté, presque, on le met de côté, mais on oublie. Pour être champion du monde, Boris, il avait besoin de ça et ça pour être prêt. Et on se focalise là-dessus. Et puis le reste, finalement, ça va venir tout seul. C'est un peu ancré en nous de savoir comment pagayer et de comment on guide notre bateau. Mais c'est vraiment se focaliser sur ses points forts pour pouvoir donner le maximum de soi-même. Et en termes de stratégie, je rebondis, ça me fait penser, dans une de tes interviews, j'ai entendu que tu disais, avant une course importante, tu n'allais pas forcément voir les ouvreurs. Ça m'avait surpris parce que je pensais que tous les kayakistes avaient besoin de ces infos. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les ouvreurs, c'est ceux qui vont naviguer sur le bassin de la course et les athlètes ont le droit de les voir passer. Donc ça donne des informations visuelles sur le parcours. Et donc, dans l'interview, Boris, tu disais que tu préférais ne pas aller le voir parce que c'était la veille et que du coup, tu voulais avoir ta soirée et ta nuit tranquille sans penser à tout ça. Et j'ai trouvé ça impressionnant parce que ça veut dire que tu t'enlèves une part de connaissance par rapport aux autres. Mais d'un autre côté, tu disais que ça te rassurait aussi, ça t'évitait de te tourner le cerveau toute la nuit en pensant au parcours. Oui, c'est avec l'expérience, on s'aperçoit que finalement, il y a des gens qui font des choses depuis des années. Nous, on suit derrière parce qu'on fait comme les meilleurs. Mais avec l'expérience, on se dit, mais pourquoi j'y vais ? En fait, je vais aller passer 2 heures au bord du bassin parce qu'effectivement, on n'a pas le droit d'essayer le parcours avant. Donc, on a des ouvreurs qui nous font une démonstration et qui nous montrent un peu comment ça va se passer. Bon, des fois, on va passer 2 heures au bord du bassin, on va se cailler parce qu'il y a du vent et qu'il fait froid. Et pour finalement en tirer quoi ? Pas grand-chose parce que finalement, les ouvreurs, il y a des fois, c'est les ouvreurs du club alors qu'on est sur un championnat du monde. Donc, ils sont trop loin du niveau qu'on attend le lendemain. Il y a des fois, le parcours, il va changer parce qu'on s'aperçoit que c'est un peu trop dur, un peu trop facile. Donc, finalement, ce qu'on a vu, voilà. Et puis, il y a beaucoup de choses sur les réglages des hauteurs de porte, par exemple, qui seront réglées le lendemain et qui définissent beaucoup les stratégies de course. C'est-à-dire qu'on peut voir des ouvreurs et se dire waouh, ça a l'air hyper facile parce qu'en fait, les portes sont réglées très, très hautes. Et le lendemain, elles sont vraiment réglées à la hauteur. Et finalement, c'est tout hyper dur. Donc, j'estimais que je restais plutôt au chaud quand il faisait froid et au frais quand il faisait trop chaud. Je restais au calme, en tout cas. Je préférais lire un livre tranquille. Et c'est sûr que le lendemain, par contre, je prenais les informations, mais je prenais les bonnes. Je préférais en avoir moins et au dernier moment, mais avoir les bonnes infos. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, moi, je partais dans les derniers parce que l'ordre de départ, c'est l'ordre inverse du classement mondial ou du classement national si on fait une Coupe de France. Donc je partais dans les derniers. Et plus on part dans les derniers, plus on a d'informations réellement sur les choix stratégiques et tout. Donc presque les informations, ces informations-là, plus on attend, plus on a de chiffres, de chronos, plus on a des bons bateaux qui passent. Donc plus on a des informations précises sur les options de trajectoire. Et c'est souvent qu'on les prenait presque pas au dernier moment, mais un quart d'heure avant. Donc plutôt que de passer la nuit à me dire là je vais faire comme ci ou comme ça, je sais pas,
Voilà, ça m'a souvent fait marrer quand les gens rentrent de l'ouverture, ils disent là, je sais pas, je vais voir, il faut que et moi, ils me demandaient, je disais, mais moi, je connais pas le parcours, donc j'en sais rien, je te dirai demain. Mais voilà, c'était plutôt essayer de garder un maximum de jus physique, mais surtout mental. Alors, ça m'est arrivé d'y aller, hein, mais pas tout le temps. Ouais. Quel est d'après vous l'aspect le plus dur à gérer sur une course ? Le plus dur à gérer, c'est tout ce qu'on ne maîtrise pas, c'est les aléas. On est sur une course, on connaît nos forces, on connaît notre stratégie, on sait ce qu'on aime bien faire, ce qu'on maîtrise bien. Et ça, on s'y appuie énormément dessus parce que ça, c'est maîtrisable. Tout ce qu'on ne maîtrise pas, c'est le parcours, c'est des fois les options. On est un peu obligé de faire cette option-là alors qu'on ne l'aime pas, de mettre un appui comme ça alors qu'on n'est pas très à l'aise, mais en fait on voit qu'il n'y a pas le choix. Les mouvements d'eau qui bougent, c'est des choses s'il y a un peu de vent, c'est des choses qui sont pas du tout maîtrisables et qu'il faut accepter parce que pour le coup c'est notre discipline qui est à l'extérieur et qui veut ça. Et qui mettent aussi beaucoup de piment dans la compétition et qui est assez agréable. Mais en même temps, c'est très stressant de savoir qu'on part, mais on ne sait pas trop ce qui nous attend dans le parcours. On a plusieurs options suivant le mouvement d'eau, mais quand même. Et ça, c'est une fois qu'on a compris que c'était aussi ça qui était sympa dans la compétition, dans notre discipline à nous, qui rajoutait un peu de piment et qui aussi pouvait nous aider parce qu'il y a des fois on se dit s'il y a ce mouvement d'eau ça va être très compliqué, mais en même temps s'il y a l'autre mouvement d'eau ça va être très facile. Donc essayer de positiver et puis de se dire voilà, de toute façon ce ne sera pas tout ouvert comme je voudrais et puis restons adaptables et on y va. Quelle est la course qui a été la plus éprouvante mentalement ? Comment y avez-vous fait face ? La course la plus éprouvante mentalement, il faut que je réfléchisse un petit peu. En général, c'est les sélections, courses de sélection nationale, surtout les sélections olympiques, puisqu'aux sélections olympiques, on n'avait qu'une place. Je pense 2012-2016, c'est des courses on a 3 courses en fait. On a 3 courses dans une semaine, ils prennent les 2 meilleurs résultats. On sait qu'il n'y a qu'une place, qu'on est une des meilleures nations, donc forcément il y a beaucoup de monde pour aller chercher cette place-là. Tout le monde la veut parce que c'est les Jeux Olympiques. Si on la rate, pour le coup, il faut attendre 4 ans. Voilà, en général, après des courses nationales, je mets bien 1 semaine, 10 jours à m'en remettre et à remonter, à reprendre l'entraînement, à remonter dans mon bateau. Après des courses de sélection olympique, il me fallait minimum 2 semaines pour pouvoir encaisser tout ça et retrouver un peu d'énergie pour aller à repartir à l'entraînement parce que c'est vraiment très très nerveusement, on met tout dedans. On laisse rien à côté, toute la moindre énergie qu'on a, on la met dans cette préparation, on la met dans cette course et le soir on est complètement vidé. Donc je dirais plutôt les courses de sélection. Can Boris Neveu of France put one down? He's had a great season. He's the world champion of 2014, 7th at the Tokyo Olympic Games and very capable of delivering under pressure in this final. Comment avez-vous géré les défaites dans votre carrière ? Il y en a eu beaucoup, il y en a eu trop peut-être, à mon sens, mais voilà, avec du recul, je pense que ça fait partie du jeu. Voilà, je sais que quand je prends le départ d'une course, j'accepte le fait de ne pas forcément la gagner. Je mets tout en place pour gagner, mais en même temps je sais qu'il peut, voilà, donc je m'y prépare un petit peu à l'avance en me disant c'est pas très grave, il y en aura certainement d'autres et puis s'il n'y en a pas d'autres, j'avais fait une belle carrière avant, il y a bien plus grave que ça dans la vie. Je pense que voilà, après ça dépend pourquoi on est en échec. Est-ce que c'est une erreur, est-ce qu'on a fait une erreur, est-ce que c'est on n'a pas été bon, ça arrive aussi, on a bien navigué, mais bon, voilà, il faut être dans les 10 premiers pour entrer en finale d'un championnat du monde. Et on a fait une bonne manche, mais on est 12e. Bon, voilà, on n'est pas au niveau, donc on se remet en question. Et si on a fait une erreur, c'est pareil, on réfléchit, on trouve des pistes. Moi, c'est vrai que très rapidement, après une course, quand ça marche pas, quasiment dans les 5 minutes qui suivent, je sais à peu près ce qui n'a pas été et je sais comment je vais le travailler à l'entraînement et je sais comment je vais m'y prendre. Donc c'est vraiment, voilà, je le prends comme un nouveau challenge et comment on va trouver des solutions pour répondre à ce qui n'a pas été. Donc c'est plutôt des nouveaux challenges. Après, il y a eu des défaites très difficiles sur les sélections olympiques, notamment 2012-2016. Où j'ai pris des très très grosses claques et là on met quand même beaucoup plus de temps à s'en remettre, mais voilà, je pense que c'est le challenge à chaque fois qui me fait repartir et rebondir de plus belle.
Michael Phelps, dans son documentaire Le poids de l'or, a donné la parole à des sportifs de haut niveau. Nombreux sont ceux qui ont connu une dépression suite au vide laissé par l'atteinte d'un objectif majeur ou l'après-carrière. Avez-vous connu des coups durs, des baisses de morale? Si oui, comment avez-vous géré ces passages difficiles? Non, j'ai pas eu du tout de baisse de morale, que ce soit après avoir été champion du monde, ou j'ai pas eu l'impression d'avoir été au bout de ce que je pouvais faire en fait. Après j'en ai pas gagné, j'ai pas gagné titre olympique et j'en ai pas gagné autant que Phelps, mais non, même après ma carrière, j'ai toujours su un petit peu ce que je vais faire. J'ai jamais tout mis les œufs dans le même panier. J'ai quelque chose à côté. Je suis prof de sport, donc il y a un certain lien derrière qui va se créer. J'ai une famille, j'ai 4 enfants, donc si vous voulez, quand je rentre à la maison, le sport est un peu mis de côté, ma carrière et ce que j'ai fait sur l'eau, que ce soit un échec ou une victoire. Quand je rentre, les enfants ils sont petits, ils comprennent pas forcément tout le temps, et puis on passe du temps en famille. Mais non, il y a eu certains échecs où effectivement c'est difficile à accepter, c'est difficile à comprendre, c'est un petit peu dur parce qu'on sait qu'on passe à côté des Jeux Olympiques. On attend ça depuis qu'on est tout petit, de faire des Jeux Olympiques, de potentiellement ramener une médaille olympique, et puis on est passé à côté. Et on se dit, il n'y en aura peut-être pas d'autres parce que les sélections sont hyper dures, qu'il faut attendre 4 ans. Donc c'est des échecs assez durs, mais encore une fois, j'ai toujours eu ce côté... Moi, je faisais pas le malin, mais on prend une grosse claque, mais on sait qu'on va s'en remettre. J'ai pas été dans des états comme on a pu voir dans le reportage là. Pour certains sportifs de haut niveau, certaines courses gagnées ont moins de prestige quand tous les meilleurs ne sont pas au départ. Y a-t-il des championnats qui ont eu moins de valeur à vos yeux, selon si les cadors de la discipline sont présents ou non? C'est une bonne question dans le kayak parce que la course la plus prestigieuse, la plus importante à gagner quand on est kayakiste, c'est les Jeux Olympiques. Mais en même temps, quand on prend un peu de recul, on s'aperçoit qu'au départ des Jeux Olympiques, il y a 20-25 kayaks au départ, alors que sur un championnat du monde, on approche les 100 kayaks. Donc la concurrence sur des Jeux Olympiques, elle est beaucoup moins importante, entre guillemets, en termes de quantité. Par exemple, aux Jeux Olympiques à Paris, en slalom, le numéro 1 ou 2 mondial n'était pas présent. Parce que, en fait, ils sont les 2 meilleurs mondiaux, c'est des Tchèques, donc ils se sont battus sur des courses de sélection, et il n'y en a eu qu'un de sélectionné parce qu'il n'y a qu'une place maximum. Donc ça veut dire que le numéro 1 ou le numéro 2 mondial, il n'est pas au départ des Jeux Olympiques. Et c'est peut-être pareil pour le 3, le 4, le 5, le 7, le 10. Donc ça enlève beaucoup de monde qui, eux, sont au départ des championnats du monde sur un Jeux Olympiques, sur des Jeux Olympiques. Il y a peut-être 6 kayaks qui peuvent gagner les Jeux Olympiques. Sur un départ de championnat du monde, il y en a peut-être 15 ou 20. Après, ça reste la course de référence, les Jeux Olympiques, parce que c'est la plus dure à gagner, parce qu'il y en a une tous les 4 ans, parce que les gens, il y a moins de monde, mais les gens sont vraiment prêts. Tout le monde aller dans l'ongle. Donc voilà, ça enlève pas tant que ça sur les Jeux Olympiques. Je pense que ça reste la course à gagner. Mais en termes de concurrence pure et dure, c'est sûr qu'on peut se poser la question. Mais moi, quand j'ai été en 2016, quand j'étais numéro 1 mondial, j'étais pas aux Jeux Olympiques. Mais je sais que le 2 et le 3 n'étaient pas non plus, les numéros 2 et 3 mondiaux n'étaient pas aux Jeux Olympiques. Mais ça reste quand même la course la plus difficile et la plus belle à gagner. Novak Djokovic disait: le plus grand travail en tennis, c'est lorsque l'on fait face à une grosse frustration et être capable de revenir le plus rapidement possible dans le match. Dans la rapidité d'une manche de slalom, lorsque vous faites une erreur minime, êtes-vous capable de revenir rapidement à l'instant présent? Comment le gérez-vous? C'est sûr qu'on a moins le temps que Novak de se reposer des questions parce que lui, il a des temps morts, il a vraiment des temps, il a même des temps sur le banc où il peut se remettre un peu dans son match. Nous, on n'a pas ce temps-là. Mais pour autant, on peut arriver à le trouver dans une manche sur certaines zones où il y a moins de portes, où on a une petite ligne droite. On arrive à essayer de... Si vraiment on rumine ce qui s'est passé au départ parce qu'on a fait une petite erreur ou quoi, c'est des zones que moi j'avais identifiées, entre 2 portes un peu plus espacées, à pouvoir me repencher sur la fin du parcours.
sur la stratégie, sur mes objectifs de fin de parcours, sur ma technique ou ma stratégie vraiment de navigation. Donc c'est un des enjeux, je pense que les tout meilleurs arrivent à le faire. Et c'est ce qui permet aux meilleurs de toujours être là. Il y a des fois, on les voit, ils partent, on se dit voilà, c'est une catastrophe. Et puis finalement, ils arrivent à rebasculer un moment dans leur manche, à rien lâcher parce que voilà, ils ont ces petits switch dans la manche qu'ils ont certainement travaillé avec des préparateurs mentaux ou tout seuls, mais ils arrivent à revenir dans leur course. Est-ce que la musique vous a accompagné dans votre carrière comme moyen pour décompresser ou pour vous aider à vous concentrer? J'allais répondre pas du tout parce que effectivement sur les bords des bassins aujourd'hui on voit quasiment tout le monde avec des casques, chacun écoute sa musique pour se détendre, pour se motiver. Moi j'ai jamais eu ça, j'ai toujours préféré écouter un petit peu ce qui se passait, l'ambiance avec les spectateurs, le speaker, etc. un petit peu pour... c'était ma bulle à moi, mais elle était avec les bruits, ces bruits-là. Par contre, effectivement, les semaines avant, le soir, ça peut m'arriver d'écouter des musiques vraiment calmes pendant mes étirements, pendant mes moments de relaxation, un petit peu de détente, pour essayer de penser à autre chose et de vraiment me calmer. Mais non, pendant les courses, je suis pas très musique, non. J'ai une question sur le point mental. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rater une porte, donc de vous prendre 50 secondes de pénalité, et si oui, comment ça allait mentalement? Alors ça m'est arrivé plus d'une fois de rater une porte. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on pour aller au plus court, parce que logiquement, plus on fait de chemin, plus on met de temps à arriver en bas, donc on essaye de passer au plus court, et le plus court, c'est de passer sous la fiche intérieure de la porte. Et le règlement dit qu'il faut passer la tête entière dans la porte avec une partie du bateau en même temps. Donc ça nous arrive, c'est pas volontaire, mais c'est volontaire d'être au plus court et de passer vraiment que la tête. Très souvent, on arrive à savoir quand on n'a pas vraiment la tête complètement dedans. Mais bon, on a toujours un doute, donc on se dit non, on a peut-être pris un 50 secondes de pénalité, on est peut-être foutu, mais en même temps, on n'est jamais sûr. Il y a des fois, on a une bonne surprise, peut-être que les juges ont vu différemment et qu'ils ne mettent pas 50 secondes de pénalité. Donc quand c'est comme ça, on essaye de s'accrocher et de continuer à justement rebasculer sur la fin de manche et à essayer d'oublier ça pour pouvoir finir et avoir peut-être une bonne surprise à l'arrivée. Ça, c'est ce qui arrive le plus souvent. Après, passer réellement à côté d'une porte où on est à 2 mètres de la porte et on sait qu'on a 50 secondes de pénalité. Bon, en général, on ne cherche plus à finir sa manche parce que 50 secondes de pénalité sur un parcours d'1 minute 30, on sait qu'on finira dernier, avant-dernier. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, effectivement, on se fait plaisir sur les dernières portes à faire des figures, mais sinon... non, on laisse tomber. Pour la gestion de la médiatisation, comment avez-vous abordé les médias pendant votre carrière? Encore une fois, on fait du kayak, donc on n'est pas très très sollicité. C'est assez calme. Surtout quand on est comme moi et qu'on n'est pas spécialement... c'est pas que je suis pas à l'aise, mais c'est que je vais pas les chercher. Soit ils m'appellent et dans ce cas-là, je réponds. Et si je suis dispo, je viens. Il n'y a pas de problème. On fait une interview, on fait des photos, on fait un petit reportage. On trouve des dispos. Par contre, j'ai jamais appelé les médias pour faire une interview, pour vraiment être très médiatisé. Je suis pas sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, même pendant ma carrière. Donc je suis assez tranquille. Les gens m'appellent, ils ont mon numéro et puis s'ils veulent faire quelque chose, on arrive à trouver un petit moment pour le faire. Mais voilà, je me suis jamais mis en avant. Y en a qui le font, c'est pas parce qu'ils aiment forcément ça, c'est des fois par intérêt, parce qu'ils ont des partenaires qui leur demandent d'apparaître dans tant de fois dans les journaux. Donc il y a un petit intérêt. Moi, j'ai jamais eu besoin de le faire, donc c'était plutôt assez calme. Et puis encore une fois, si j'avais pas la dispo ou si vraiment j'avais pas mentalement envie de le faire, parce que on a eu effectivement sur des courses nationales olympiques, de sélection nationale olympique, des questions à dire est-ce qu'on peut venir avec vous toute la semaine dans votre logement, vous filmer. Bon, quand ça dépasse un petit peu mon cadre à moi, je disais non, ça m'intéresse pas, et puis j'ai peur que ça me perturbe plus qu'autre chose. Donc j'ai pas envie, et puis ils allaient voir quelqu'un d'autre où ils faisaient différemment, ils comprenaient. Donc ça s'est plutôt très bien passé avec les médias durant ma carrière.
Quelle importance accordez-vous au sommeil ? Quand on fait du très haut niveau, on s'aperçoit vite que c'est important, surtout en fin de carrière avec des enfants et l'âge, on dort quand même un peu moins bien qu'avant, mais c'est quand même là où on récupère le plus. C'est-à-dire que notre corps se détend, notre tête aussi. Non, le sommeil à la fin, on le sent de suite. À 38 ans, quand on fait une soirée et qu'on se couche un peu tard, on met une semaine à s'en remettre, alors qu'effectivement à 18 ans, on mettait 2 jours. Mais ça reste quand même, si on veut bien travailler en termes de qualité, de quantité durant toute la saison, et puis de toute façon sur les grosses échéances, c'était indispensable de bien dormir, de bien se reposer, mais on faisait quasiment tous les kayakistes font la sieste, alors soit toute la saison, mais quand même c'est de plus en plus rare, mais les 15 jours, 3 semaines, 1 mois avant les grosses échéances, c'est sieste plus des bons dodos. Ouais. Avez-vous une routine de sommeil ? J'ai pas spécialement de routine de sommeil, j'ai quelques petits exercices si jamais j'arrive pas à m'endormir. Encore une fois, sur les compétitions, j'essaye quand même, alors c'est pas forcément une routine de sommeil, mais par exemple la veille de la course, je sais ce qui va me stresser à l'avance. Je sais que si j'ai pas fait mon sac la veille, je vais passer la nuit à me dire il faut pas que j'oublie de prendre mon dossard demain, donc c'est pas forcément une routine de sommeil que j'ai tout le temps, mais sur les compétitions aussi, je sais que mon sac il est fait avec ma liste, avec mon dossard, mon truc, mon machin. J'ai regardé la météo, s'il fait beau j'ai une casquette, une paire de lunettes, s'il fait froid j'ai une veste, un bonnet, et ça m'a aidé à dormir. Après j'ai quelques exercices de respiration ou d'étirement qui juste avant de m'endormir, effectivement, peut me permettre un retour au calme et de m'endormir facilement. Mais j'ai jamais eu de problème de sommeil non plus. Prenez-vous des médicaments si vous n'arrivez pas à dormir ? Ça m'est jamais arrivé. Même pour les décalages horaires, il y en a qui prennent des médicaments pour essayer de dormir dans l'avion au moment où il faudrait pouvoir dormir, mais on n'a pas envie de dormir parce qu'en France, c'est l'heure où on dort pas. J'ai jamais pris. Donc non, mais j'ai plutôt un bon sommeil, donc j'ai jamais eu de problème avec ça. J'ai quelques questions concernant l'alimentation. Quels sont vos repas pour être performants ? J'ai pas spécialement de repas pour être performant. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est pas à la veille de la compétition qu'il faut changer ses habitudes alimentaires. C'est-à-dire que si tu as l'habitude de manger ce que tu manges... Alors nous, on essaye de bien manger tout le temps. Donc comme ça, tu te trompes pas. Mais on envoie la semaine, c'est les championnats du monde, ils changent tout. Bon, je pense pas que ce soit le moment pour tout changer, surtout que le corps, c'est peut-être pas là qu'il faut... Ça va rien changer. Je pense que si on mange mal toute l'année, on peut manger des frites, un burger la veille, ça changera rien. Tu peux manger du riz et des pâtes, c'est pas ça, c'est trop tard, quoi. Ton corps, il est habitué à ça, et puis voilà. Non, j'ai pas de routine plus que ça alimentaire. J'essaye de manger à peu près équilibré, varié. Il y a forcément les légumes, les fruits. Mais c'est pas forcément plat de pâtes toutes les veilles de compétition ou de riz. Ça peut être de tout tant qu'il y a un peu de légumes, de fruits, poissons ou viande, et c'est très bien. Votre alimentation a-t-elle changé entre votre début et vos dernières années de carrière ? Je pense pas avoir changé quelque chose dans l'alimentation. Non, je pense pas. Je pense que si, il faut un petit peu. On mange quand on a 18 ans, on n'a pas spécialement envie de manger que des légumes et des fruits, ou beaucoup de légumes et de fruits. Sur les périodes de compétition, je pense pas. Après, je pense que je faisais un peu plus d'excès quand j'avais 20 ans. Sur les périodes d'entraînement où je pouvais me lâcher un peu plus qu'à 38 ans, parce que quand on est en hiver, on fait pas trop attention à notre poids. Il y a plein de choses qu'on fait. C'est l'hiver, il fait froid, mais je sais qu'à 20 ans, tu peux faire des excès et ça se récupère assez vite, notamment en termes de poids de forme. C'est-à-dire que si tu as 4 kilos à perdre, je savais les perdre assez rapidement. À 38 ans, je mettais un peu plus de temps, donc j'essayais de faire gaffe l'hiver à ce que je mange aussi pour réussir à arriver à mon poids de forme sur les échéances importantes. Et du coup, est-ce que vous aviez été accompagné par un ou une nutritionniste au sein de l'équipe de France ? Non, jamais. J'en ai déjà discuté plusieurs fois avec des entraîneurs.
qui ont essayé, c'est assez délicat parce que alors il y a les grandes bases sur lesquelles tout le monde est d'accord, et puis après j'ai l'impression que personne n'est vraiment d'accord. T'as la nutrition, le micronutrition, le truc, le machin. Bon, j'ai l'impression que non, j'ai jamais fait. La seule chose que j'ai fait évoluer, c'est notamment sur les petits déjeuners du matin, où j'étais à la classique tartine de beurre et de confiture. Et je m'étais quand même aperçu que quand je courais souvent à 11h30, midi ou midi et demi, j'avais quand même plus trop d'énergie. Et voilà, en discutant un petit peu à droite, à gauche, on s'est dit oui, mais bon, c'est que du sucre, donc finalement, c'est éliminé très vite. Et puis finalement, il y a des fois même où on manque de sucre au départ de la course parce qu'on a mal mangé au petit déjeuner. Donc au petit déjeuner, ça pouvait m'arriver suivant l'heure à laquelle je courais, de passer plutôt sur du salé, donc jambon, fromage, avocat, des choses comme ça, pour essayer d'avoir encore de l'énergie à midi et demi quand j'allais courir. C'est la seule évolution que j'ai pu faire et que je faisais de temps en temps régulièrement, c'est-à-dire que je ne le faisais pas que le matin des championnats du monde, je le faisais régulièrement dans l'année pour prendre cette habitude-là et faire partie des routines dont on parlait tout à l'heure. Avez-vous un aliment ou un plat préféré ? J'aime bien les pizzas. Donc c'est plutôt le soir de la course et après la course, on mange une pizza, mais c'était plutôt le petit plaisir, le côté plaisir. Je crois qu'il faut pas l'oublier. On fait pas un sport. On parle de poids de forme, mais on n'est pas au Grand Prix. On a le droit de se faire plaisir assez régulièrement quand même. On y dépense beaucoup d'énergie aussi. On est dans l'eau, des fois elle est froide. On y passe quand même beaucoup de temps. Donc j'ai jamais aussi voulu travailler peut-être avec un nutritionniste parce que la nutrition pour moi c'était aussi la partie sociale. On mange avec du monde quand même en France, on passe à table, c'est des vrais moments familiaux ou conviviaux. Et aussi c'est un côté plaisir qui prenait le dessus sur un côté nutrition peut-être pur et dur. Je me serais pas senti d'arriver de tout changer ma nutrition, et pour après quand on est invité chez des gens à dire moi j'amène mon plat, quand on est en équipe de France, manger sur des horaires différents de tout le monde, ça me paraissait trop coûteux par rapport à ce que je tirais du plaisir de pouvoir manger des fois un petit bout de gâteau en dessert parce qu'il y avait du gâteau, ou partager un repas avec tous les copains de l'équipe de France. Donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas travaillé plus que ça ce côté nutrition. Est-ce que vous comptez vos calories aussi Non, je compte pas mes calories. Je me fais confiance et quand j'ai plus faim, je mange plus, et quand j'ai faim, je mange. Mais en général, en période de compétition, on n'a pas trop faim. Pour être plus performant, prenez-vous des compléments alimentaires comme des protéines, vitamines, créatine, etc. Non, j'ai jamais pris compléments alimentaires. J'ai essayé la dernière année de prendre des protéines. Parce que justement, ce dont on disait tout à l'heure, c'est que j'étais spécialisé kayak cross, donc c'était plutôt développer la musculature, comment on pouvait récupérer rapidement entre deux séances de muscu, et faire en sorte que j'étais pas en manque, que je sois pas en manque de protéines, et que le corps et les muscles puissent se développer facilement. Bon, je crois que j'en ai acheté une fois et puis ça m'a un peu gonflé et j'ai arrêté parce que fallait le préparer, t'as beau acheter le meilleur truc, on te dit donc le truc bio qui est label anti-dopage machin, ça reste quand même des choses où on sait pas trop ce qu'il y a dedans, et que ça a beau être un label marqué anti-dopage validé par les laboratoires français, si on est contrôlé positif et qu'il n'y a pas la bonne chose dedans, et ben en fait c'est quand même notre faute parce qu'on est censé savoir ce qu'on prend. Donc c'est pareil, je me suis dit on va trouver des protéines ailleurs. Et on va manger des produits laitiers, de la viande et du poisson, et ça ira très bien. Ça avait un côté pratique parce que tu peux le prendre juste après ta séance de muscu, ce que tu peux pas faire avec un steak haché, quoi. Tu peux pas le prendre en sortant du vestiaire, donc c'était le côté pratique de la boisson protéine, de l'avoir vraiment pendant la séance, mais du coup ça a un peu patienté, et puis je trouvais un yaourt ou quelque chose juste après la séance, et ça allait très bien. Mais c'est interdit le dopage. Vous n'avez pas le droit de vous doper pendant les compétitions ? C'est une question. On n'a pas le droit de se doper pendant les compétitions, mais on n'a pas le droit de se doper avant ni après. On n'a pas le droit de se doper tout court. On ne se dope pas pendant les périodes de préparation. On se dope jamais. On peut être contrôlé pendant les compétitions.
On peut être aussi contrôlé à l'entraînement, n'importe quand. Et on peut aussi être contrôlé à la maison chez soi. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est même pas à la fin, parce que quasiment toute ma carrière, il y a la fédération française, la fédération internationale, qui donne une liste des meilleurs sportifs aux contrôleurs, aux agences de contrôle. Et ces agences de contrôle, donc on fait partie d'un groupe cible après. Et une fois qu'on fait partie de ce groupe cible qui s'appelle Adams, on est obligé de rentrer tous les jours dans le système de localisation, tous les jours 1 heure de disponible pour les contrôleurs. On peut être contrôlé tous les jours, donc on met... c'est contraignant, mais c'est une habitude à prendre. On a un agenda sur Internet où on va dire, le 10 avril, je peux être disponible de 10h à 11h. Je serai là, voilà, avec l'adresse, le numéro de téléphone. Et puis le 11 avril et le 12 avril, et on rentre comme ça. Donc voilà, si on ne le rentre pas, on a ce qu'on appelle des no-shows. Et puis au bout du 3e, on est considéré comme dopé. Donc c'est assez sérieux. Ça m'est arrivé une dizaine de fois de me faire contrôler à la maison ou ailleurs quand on est en déplacement. Mais voilà, c'est un petit coup à prendre. Je me suis fait avoir une fois parce que les enfants étaient malades. J'avais dû aller chercher chez les grands-parents. J'avais pas changé l'adresse la veille, et le contrôleur est passé. Mais voilà, on a droit à 3 coups. C'est assez contraignant, c'est assez stressant. Je vous cache pas que quand j'ai arrêté ma carrière, j'étais pas mécontent de sortir de ce groupe-là parce que voilà, il y a des fois c'est simple. Quand c'est simple, on est à la maison, on met le matin tôt parce qu'on est sûr d'être là. On met disponible de 7h à 8h et puis voilà, si ça a pas sonné après à 8h, on peut sortir. Mais quand on est en stage, qu'on ne sait pas toujours où on va dormir, quand on attend de savoir si on va être sélectionné pour telle Coupe du Monde, au dernier moment on a l'information, ça veut dire qu'au dernier moment il faut tout rechanger sur Internet, les lieux, trouver les adresses des hôtels, savoir à quelle heure on va courir pour savoir à quelle heure on va mettre le truc. Garder des fois son téléphone portable allumé toute la nuit parce qu'on a mis le contrôle à 6h du matin parce qu'on doit partir à 7h30 à la compétition, donc on met le contrôle à 6h mais qu'il n'y a pas forcément de sonnette ou de quoi que ce soit dans l'hôtel. Voilà, c'est pas très agréable, ça veut dire que la nuit, des fois on a le téléphone qui sonne pour autre chose, un message, un truc. Mais voilà, encore une fois, on essaye de trouver le positif et à se dire c'est quand même plutôt fait pour éviter les triches et tout ça. Donc on s'y plie, mais c'est assez contraignant. Là, c'est les questions concernant votre vie de famille. Comment avez-vous géré votre carrière avec l'arrivée des enfants ? J'ai pas géré grand-chose. Non, mais ça s'est plutôt très très bien passé à chaque fois. J'ai jamais vécu les naissances de mes enfants comme une contrainte. En tout cas, ça m'a jamais empêché je l'ai jamais vécu comme ça, mais ça m'a jamais empêché pour de vrai pour aller m'entraîner. Ma femme s'en occupe plutôt très bien. Elle s'est mise en congé quasiment à chaque fois, en congé parental aussi pour pouvoir gérer tout le monde quand je suis pas là. Donc voilà, et après au fil du temps on a cherché des solutions pour passer le plus de temps possible ensemble, parce qu'il faut savoir, quand on est sportif de haut niveau dans le kayak, on est absent à peu près une semaine sur deux, un jour sur deux dans la saison. Donc familialement c'est quand même assez lourd, à organiser. Et du coup, on trouvait des solutions pour partir en stage en famille. En fait, ce qui se passe surtout, c'est l'hiver. Quand on fait du très haut niveau, on va surtout souvent dans l'hémisphère sud pour aller trouver des meilleures conditions d'entraînement, donc de soleil et d'eau vive. Donc, c'est des grosses périodes d'entraînement où on peut partir, certains partent jusqu'à 2 mois d'affilée, en Australie, au Brésil, sur l'île de la Réunion ou quoi. Et c'est des moments qui sont assez adaptés pour partir en famille quand on peut. Donc voilà, ça s'est fait assez régulièrement, quand même pas, mais ça s'est fait 3-4 fois justement pour un petit peu soulager tout le monde, que tout le monde puisse profiter de la famille et que ce soit pas trop lourd pour ma femme. Et après, après c'est des petits moments où quand ils peuvent venir sur une compétition, quand on peut y aller ensemble, quand on peut faire un petit stage pas trop loin ensemble d'une semaine, j'essaie de compiler les deux familles et performance. Est-ce que vos enfants veulent suivre votre parcours, et si oui, comment souhaitez-vous les accompagner ? Je sais pas trop s'ils veulent suivre mon parcours. Ils sont assez petits. Le plus grand, il
Il a 10 ans, donc il commence le kayak. Il a commencé le kayak cette année. J'ai l'impression qu'il a bien accroché, donc on va voir. Mais non, les autres font un peu de tennis ou ils font autre chose ou pas de sport. Donc on verra s'ils veulent faire du kayak ou du sport de haut niveau plus tard. Mais aujourd'hui, non, je suis plutôt content qu'ils fassent de l'activité physique. Donc on en fait beaucoup, on les pousse un petit peu par là, mais naturellement, comme on est sportif dans la famille, ils en font et ils sont bien, ils acceptent bien le jeu de l'activité. Et après, non, moi je suis pas, le plus grand, il a commencé, mais j'ai pas spécialement envie de m'investir pour le moment plus que ça. Il est très bien accompagné au club où il est et avec ses copains, et tant qu'il s'éclate, il y a pas de, on va pas aller plus loin pour le moment. Est-ce que votre femme, elle fait du sport ? Et ma femme, elle a fait du kayak elle a fait du kayak aussi sur un pôle Esport, Pôle France, donc elle a fait un peu de bateau, donc on est effectivement, ils sont dans une famille, les enfants, assez sportive. Ouais. Là, c'est des questions pour votre après-carrière. Comment avez-vous pris la décision de mettre un terme à votre carrière ? C'est venu assez naturellement. Nous, quand on fonctionne par Olympiade, donc tous les 4 ans, en général, on se fixe un objectif, c'est les Jeux Olympiques. Et puis, une fois qu'on a fait ou pas fait les Jeux Olympiques, on fait le point. Si on repart, c'est que pour 4 ans, en général. Donc voilà, je crois qu'il y a l'âge quand même qui joue. J'étais l'un des plus âgés sur le circuit. Je n'étais pas le plus âgé, mais j'étais l'un des plus âgés. Il y a la motivation, il y a plein de choses. Je pense que physiquement, il y avait quand même quelques blessures qui arrivaient, notamment des tendinites de plus en plus. Mentalement, c'était de plus en plus dur pour moi de partir aussi loin de ma famille. Donc ça a joué. Et après, je pense qu'on j'y ai laissé énormément d'énergie pour me sélectionner pour les Jeux Olympiques de Paris, qui était très très important pour moi. J'ai réussi à me sélectionner. Derrière, j'ai pas été jusqu'au bout de là où j'aurais voulu être, ou voulu aller en tout cas. Donc j'ai pris une petite claque, et puis derrière je me suis dit, est-ce que j'ai l'énergie de repartir ? Je me suis dit oui, c'est quand même sympa, je fais un truc, j'adore ça. Et après je me suis dit, est-ce que j'ai l'énergie pour repartir 4 ans ? J'ai dit oula, non, c'est trop dur. C'est vrai que c'est assez concurrentiel, il y a énormément de monde, donc il faut vraiment être bon tous les ans pour rester en équipe de France et maintenir son niveau. C'est beaucoup d'engagement, et je me suis dit je crois que c'est le bon moment pour arrêter, donc ça s'est fait assez naturellement. Et j'ai eu plein de copains qui ont arrêté parce que ils ont été blessés, parce qu'ils ont été moins bons, ils n'arrivaient plus à être performants, et c'était assez dur. Et moi, c'est moi qui l'ai choisi ce moment-là, et pour le moment ça se passe plutôt bien. Cette question risque d'être un peu frustrante, mais avec du recul, êtes-vous content d'avoir été dans le top 10 aux Jeux de Tokyo ? Ou est-ce que votre 7e place vous laisse un sentiment de déception ? Non, quand on est au départ des Jeux Olympiques et qu'on a déjà été champion du monde et champion d'Europe et numéro 1 mondial, on n'est pas là pour faire 4e, 5e, 6e ou 10e. Je crois que c'est la médaille ou rien. Donc non, c'est une énorme déception. J'aurais pu être pour moi 7e ou 10e. Pendant très longtemps, j'ai jamais su combien j'avais fini aux Jeux Olympiques, parce que ça m'avait pas intéressé. J'aurais été 6e ou 8e, ça changeait rien, ou même 10e. Donc non, c'était une énorme déception, et j'aurais pu, je pense, parce qu'en fait ce qui se passe sur ma finale, c'est que je fais une erreur en haut, j'ai une pénalité, et à partir de là je fais tout pour monter sur le podium, donc j'augmente ma prise de risque, ce qui fait que je sors encore une fois sur la fin du parcours et que je finis 7e. Mais sans cette prise de risque là, en bas, avec l'erreur d'en haut, si j'avais continué sur mon truc, j'aurais pu être 4e ou 5e. Mais ça aurait été encore plus une déception, parce que j'aurais jamais essayé de monter vraiment sur le podium pendant cette fin de parcours. Donc je le savais, je sais qu'on reprend des risques pour essayer de rattraper un peu le temps perdu. Mais c'est pas de regret sur ça, parce que, encore une fois, finir 7e ou 10e, ça aurait pas changé grand chose. Comment s'est passée votre dernière compétition, donc les championnats de France en octobre 2024 à Pau ? Pouvez-vous nous raconter cette journée ? Ça s'est plutôt très très bien passé, alors que après les Jeux Olympiques de Paris, j'avais quand même bien coupé. Je me suis dit je vais courir les championnats de France, je suis quand même pas très très en forme, parce que j'avais renavigué un petit peu, j'avais essayé de me maintenir en forme pour pas être trop ridicule. Et puis finalement, je
fini vice-champion de France en slalom, alors que vraiment en slalom, je n'avais pas trop fait cette année. Donc c'était plutôt une bonne surprise. Je ne pouvais pas faire mieux, je pense. Et le lendemain, il y avait les championnats de France de kayak cross que je gagne. Là, c'était un peu moins une surprise parce que je savais qu'en kayak cross, j'en avais fait beaucoup dans la saison et que j'étais quand même parmi les meilleurs Français. Mais moi, voilà, j'avais surtout peur de finir sur une très très mauvaise note et de finir 50e au championnat de France. Et ça n'aurait pas été très agréable. Mais voilà, aller jusqu'au bout, être champion de France, c'était pas un objectif de la saison, mais c'était très très sympa de finir là-dessus. Vous avez eu une belle cérémonie pour votre dernière course. Qu'avez-vous ressenti ? J'ai senti... ouais, il y avait beaucoup d'émotions parce que j'ai senti que les gens, ils avaient apprécié ce que j'avais fait durant ma carrière. Ils avaient apprécié mes performances, mais ils avaient aussi apprécié ce que j'avais fait à côté. Voilà, j'ai eu plein de mots plutôt très sympas sur ce que j'avais fait, sur ce que j'étais, et c'est plutôt ça qu'on recherche quand on est athlète aussi, c'est de donner du plaisir aux gens parce qu'on a gagné un championnat du monde, que c'était merveilleux, que tout le monde a fait une super fête, mais c'est aussi de dire ouais, c'était aussi sympa de croiser Boris Neveu parce que c'est un bon gars, c'est un bon athlète qui a toujours été fair-play, qui a jamais mis le bazar alors qu'il aurait pu peut-être par moment quand c'était compliqué dans l'équipe de France, qui a toujours essayé de tirer les jeunes un petit peu aussi alors que les jeunes c'est aussi des futurs concurrents. Quand on est athlète, on les voit arriver, on se dit bon lui dans 2 ans si je l'accompagne trop il va me battre et c'est lui qui va prendre la place au championnat du monde. Donc voilà, mais j'ai toujours essayé de jouer le jeu avec tout le monde et que tout le monde, d'avoir une équipe de France forte, assez conviviale et où tout le monde puisse s'épanouir. Mais voilà, donc non, c'était sympa comme moment. Sur toute votre carrière, si vous deviez revenir sur vos meilleurs souvenirs, ce seraient lesquels ? Mes meilleurs souvenirs, je crois... forcément, les championnats du monde, quand on est champion du monde, c'est quelque chose de sympa. Mais le deuxième titre est sympa parce que c'est juste après les Jeux Olympiques de Tokyo que j'étais passé à côté. C'était compliqué un peu pour moi à ce moment-là. Je savais pas si j'allais continuer trop ma carrière. Et bon, voilà, je me remobilise pour les championnats du monde et je deviens champion du monde. Donc c'était vraiment un bon message d'envoyer en me disant non, tu peux continuer, t'es encore dans le coup. Mais je crois que quand même le plus sympa c'était le premier titre parce qu'on fait quelque chose d'incroyable. On fait 1, 2 et 3, les Français, on était 3 au départ, on fait 1, 2 et 3. Et souvent sur un sport individuel comme le nôtre, il y a 3 Français au départ, s'il y en a un qui réussit c'est quand même pas mal. Et s'il réussit, il est tout seul. Il est tout seul et les 2 autres, ils tirent un peu la gueule parce que ils n'ont pas réussi, ils sont plantés. Et là, les 3, on est sur le podium. Alors forcément, il y en a un qui est premier et puis un autre qui est 3e, mais quand même, on est les 3 sur le podium. On fait quelque chose d'incroyable. Et les 3, on est satisfaits. On peut vraiment partager ce moment ensemble. Et c'était vraiment sympa. C'était, je pense, le moment le plus sympa de ma carrière. Toujours dans les meilleurs souvenirs, dans ton deuxième titre de champion du monde, on disait un peu plus tôt dans l'interview que les manches de kayak slalom, ça se joue souvent à quelques centièmes entre les concurrents. Il faut quand même rappeler que tu as gagné ce deuxième titre de champion du monde avec plus de 5 secondes d'écart sur le deuxième. Donc c'est quand même un écart stratosphérique, ça n'arrive pas souvent. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le déroulé de cette course et comment tu as réagi quand tu as vu l'écart qu'il y avait entre toi et les autres ? Ouais, je pense que c'est un des plus gros écarts qu'on ait pu voir sur un championnat du monde, mais il y a plusieurs choses qui peuvent l'expliquer. Déjà, c'était le seul championnat du monde pendant une année olympique, parce que normalement, on n'a pas de championnat du monde les années olympiques, mais comme les Jeux Olympiques de Tokyo avaient été décalés d'1 an, ça se retrouvait, ça veut dire qu'on a enchaîné les Jeux Olympiques et 1 mois et demi après, on était au championnat du monde. Donc je pense qu'il y en a qui ont un peu... soit lâché après les Jeux Olympiques, les médaillés, il y a soit ceux qui ont trouvé que c'était trop mentalement et qui n'ont pas réussi à rebasculer après pour les championnats du monde. Donc les gens étaient certains, en tout cas ceux qui étaient aux Jeux Olympiques, étaient peut-être prêts différemment par rapport à un championnat du monde normal. Et après, on était sur un des bassins les plus durs au monde, avec un parcours très 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 exigeant de la première jusqu'à la dernière porte, et vraiment les dernières portes étaient très très difficiles. Et on n'a effectivement pas beaucoup vu de parcours sans faute, mais c'est ça qui explique, c'est que je pense que voilà, moi je fais une super manche, je pense pas qu'elle soit parfaite pour faire le lien avec les premières questions. Il y a encore des choses à améliorer, j'ai pas tous les meilleurs chronos inter, mais c'était
une très très belle manche dans des conditions vraiment particulières. En plus, c'était encore le Covid, donc je pense qu'il y a des gens qui... Voilà, on en avait un peu marre d'être enfermés dans des chambres avec des masques, à pas pouvoir faire... Il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas faire. Et plus les jeux juste avant, et je pense que c'était un peu lourd pour certaines personnes avec un parcours très très exigeant encore une fois, et je pense que voilà, moi j'étais très en forme, j'avais à cœur aussi de prouver que j'étais encore dans le coup et que les Jeux Olympiques c'était pas très très bien déroulé, pas aussi bien que j'aurais aimé, mais que quand même j'étais au niveau, et puis voilà, donc c'est un peu de coïncidences qui ont fait que tout ça qui a fait que je me suis retrouvé effectivement avec énormément d'avance sur les 2 premiers, mais j'aurais préféré gagner 5 fois les championnats du monde avec 1 seconde d'avance qu'une fois les championnats du monde avec 5 secondes d'avance. Depuis votre dernière course en octobre 2024, à quoi ressemble votre quotidien ? Mon quotidien, c'est de savoir ce que je vais quand même faire. Alors aujourd'hui, moi je suis en poste, je suis professeur de sport, donc je suis en poste avec le ministère des Sports et l'INSEP à Paris, le grand institut des sports. Jusqu'à août, eux ils me laissent tranquille jusqu'à août pour pouvoir me retourner professionnellement et trouver une solution. Donc aujourd'hui ça fait partie des choses quotidiennement où j'essaye de savoir un petit peu ce que je vais devenir. Est-ce que je vais rester à la fédération et travailler à la fédération en tant qu'entraîneur ? Est-ce que je cherche une autre fédération ? Est-ce que je cherche carrément une autre piste de professionnelle ? Donc ça fait partie quand même de mes interrogations. Et après, je rattrape un petit peu le temps perdu sur le temps passé avec mes enfants et ma famille. Donc je fais pas mal de sorties scolaires que j'ai jamais pu faire avant. Voilà, il y a plein de choses que je fais. Je bricole un petit peu à la maison. J'aime bien bricoler. Et voilà, surtout passer du temps en famille. Avez-vous renavigué depuis votre dernière course ? Ouais, j'ai renavigué. J'ai coupé bien après jusqu'à janvier. Donc d'octobre à janvier, j'ai vraiment coupé. Et après, janvier-février, c'est pas la meilleure période pour faire du kayak. Donc j'ai fait du sport, mais pas forcément du kayak. Et là, ça fait 2-3 semaines que je remonte assez régulièrement sur l'eau, donc en slalom ou en cross, plus pour les mêmes choses qu'avant, mais vraiment juste pour du plaisir et partager des bons moments avec les copains. Quelle est la suite pour votre carrière professionnelle ? Et sur quel métier souhaitez-vous vous orienter ? C'est assez flou la suite, même si je suis professeur de sport, c'est assez flou parce qu'on attend un petit peu des réponses à la fédération. On a changé de président, on a changé de directeur technique national. Donc c'est des nouvelles, on fonctionne par Olympiade, donc il y a une nouvelle équipe, il y a une nouvelle stratégie qui doit se mettre en place. Et aujourd'hui, elle n'est pas encore précisée parce qu'on a le nouveau directeur technique national qui est arrivé il y a 1 semaine à peine. Donc tout ça va se mettre en place, mais c'est à moi de suivre et de prendre un petit peu les devants pour essayer d'échanger sur ma vision du haut niveau et voir si j'ai une place parmi eux en équipe de France dans le staff pour essayer d'entraîner et de faire progresser pourquoi pas les jeunes en slalom et en kayak cross et maintenir la France à un certain niveau au niveau international. C'est ce qui me botterait le plus aujourd'hui, mais j'ai aussi d'autres pistes que je gratterai peut-être ou pas, mais à voir. Je suis pas très inquiet, mais on va voir. Et pour les jeunes kayakistes qui se lancent dans le haut niveau, quels seraient vos 3 conseils à leur donner ? Les 3 conseils quand on veut faire du haut niveau, c'est qu'on a beau faire du haut niveau, il faut quand même toujours prendre plaisir. Moi, j'ai toujours pris du plaisir dans ce que j'ai fait, que ce soit à l'entraînement, que ce soit en dehors d'entraînement avec les copains de l'équipe de France ou que ce soit en compétition. Après, je crois qu'il ne faut pas se fixer de limite non plus. C'est-à-dire qu'il faut voir haut, il ne faut pas forcément le dire, mais il faut dans sa tête pas se fixer de limite et viser très très haut. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher ce dont on rêve. Et après, il faut y aller, il faut travailler quand même un petit peu. Mais le travail fait aussi partie du plaisir. Moi, j'aime bien travailler et c'est une source de plaisir quand on réussit quelque chose qu'on a travaillé pendant des semaines. Le réussir à l'entraînement, c'est une source de plaisir. Et quand on le réussit sur une course, c'est encore une autre source de plaisir. Mais quand on le réussit sur une finale de championnat du monde, c'est encore plus, encore plus jouissif. Donc non, faut quand même travailler. Il faut aller sur l'eau, il faut aller se préparer physiquement, mentalement. Et faut pas hésiter. Est-ce que tu as un sport que tu aimerais faire ? J'ai fait du foot quand j'étais gamin, comme beaucoup.
J'ai bien aimé ça. Et après, j'aime beaucoup les sports de nature en général, mais ça, on en a fait dans ma préparation physique quasiment tous les ans. Et le foot, c'est plutôt la discipline qu'on essaye d'éviter parce que c'est blessure à coup sûr. Donc voilà, on en a fait des petits pour rigoler, mais vraiment voilà. Mais non, je pourrais en faire un peu plus, mais avec les enfants, ouais, pourquoi pas. Ouais. Merci beaucoup Boris, merci pour le temps que tu nous as consacré, bravo encore pour ta carrière et on te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci à vous. Merci à Lina, Gabriel et Zoltan pour leur participation à cette interview. Merci à mon collègue Bruno Vergne pour ses conseils et son aide à la prise de son. La musique a été composée par Yvan, mon beau-frère musicien, à l'aide de sa guitare 12 cordes et de son ukulélé. Le montage sonore a été réalisé par Pierre, élève de 3e également, et membre de la web radio du collège. Merci Pierre. Et enfin, merci à tous ceux qui ont écouté cette interview jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu.